Bien que le bureau d'études, dirigé par Pavel Choukhoï, fut ouvert en 1937, aucune de ses créations ne s'est particulièrement faite remarquer pendant le conflit mondial qui a suivi. En effet, seul le BB-1, un bombardier léger monomoteur qui prit le nom par la suite de Su-2, fut produit en série avec moins de 1000 appareils mis en service, faisant bien pâle figure comparé aux 36 000 IL de Sturmovik avec qui il partageait les missions d'attaque au sol pour l'armée soviétique. Comme d'autres créations de Choukhoï de cette période non produites, ce manque de réussite n'est pas tant dû à de si mauvaises réalisations que cela, la faute souvent à un choix de motorisation qui s'avérait soit peu fiable, soit fourni en priorité à d'autres modèles de l'armée rouge. Il faudra attendre le début des années 50 pour de nouveau entendre parler de machines Choukhoï avec la demande de l'état-major soviétique pour un chasseur tactique et un intercepteur nouvelle génération. C'est cette même demande qui a fait naître chez un bureau d'études concurrent bien connu, le MiG-21. Sujet déjà traité, je vous mets le lien en fiche si vous ne l'avez pas déjà vu. Issu également des mêmes études aérodynamiques du Tsagi que ce dernier, l'Okabe Choukhoï hésite lui aussi pour une machine à voilure en flèche très marquée ou à une voilure delta. Et tout comme chez MiG, il va fabriquer les deux versions. Ainsi apparaît en 1958, après une série de divers prototypes, le Su-7 à voilure en flèche pour répondre à la demande du chasseur tactique et le Su-9 à voilure delta, ce dernier pour répondre à celle de l'intercepteur. En effet, la voilure delta a montré de meilleurs résultats à grande vitesse et à haute altitude. Les Su-7 et les Su-9 ressemblent fortement au MiG-21, surtout le Su-9, avec lequel il est même facile de les confondre. Mais il ne faut pas les mettre à côté. Les Choukhoï sont presque 2 fois plus grands et sont 30% plus lourds, affichant déjà 8 tonnes à vide sur la balance. En effet, ces avions ont été conçus autour d'un monstrueux moteur de chez Lyulka, l'AL-7F. Très imposant, ce turboréacteur est capable de fournir presque 10 tonnes de poussée avec la post-combustion allumée. Ainsi motorisé, le Su-9, malgré son embonpoint et une agilité inférieure au MiG-21, possède un taux de montée supérieur à ce dernier et trouve sa place dans la défense aérienne de l'URSS dans le rôle d'intercepteur pur courant 1960. Il est capable également d'atteindre Mach 2, mais ses performances sont au prix d'une consommation en carburant gargantuesque, qui limite fortement le rayon d'action de la machine, à moins de 350 km en opération de combat et d'à peine 1000 km en mode éco. C'est surtout un problème tactique, mais concernant directement les pilotes, l'autre problème de taille était les longueurs de piste nécessaires, dépassant le kilomètre dû à des vitesses de décollage et d'approche très élevées, proches de 350 km/h, plutôt flippant. La version opérationnelle est nommée Fishpot B. Sophistiqué, l'appareil est équipé d'un radar de poursuite RP9 logé dans le cône d'entrée d'air, qui est mobile et automatique, d'un radioaltimètre et d'un récepteur laser. Ce système de liaison de données permettait de fournir aux pilotes des indications nécessaires à l'interception des cibles détectées par les stations radar au sol. Et si les pré-séries étaient équipés de 2 canons NR30, communs avec les MiG, ils ont été démontés sur les appareils de série, se reposant seulement sur les missiles. Les premières versions furent équipées de 4 Kaliningrad K5M. Ces missiles étaient de type beam riding. Ils n'avaient donc pas d'autodirecteur. Une fois tiré, il s'efforçait de suivre un faisceau émis par le radar de bord vers sa cible. Donc, la précision diminuait avec la distance, le signal émis étant conique. Et leur explosion se déclenchait par détonateur de proximité. Les 4 missiles étaient souvent tirés en même temps pour augmenter les probabilités de destruction d'une unique cible, que l'on espérait en plus peu mouvante. Ces K5M furent ensuite équipés des autodirecteurs infrarouges des Wimpel R3S. Renommés K55, ils remplacèrent 2 des 4 K5M dans l'armement standard. De son côté, le Su-7, développé en parallèle, a eu plus de mal à convaincre. En effet, avec ses défauts communs au Su-9 et une agilité un cran en dessous, le rôle de chasseur tactique ne peut être assuré, laissé au MiG-21. Mais suite à une évolution de la demande de l'état-major pour un chasseur bombardier, Choukhoï va mettre en avant ses caractéristiques comme un avantage. Car en effet, bonne plateforme de tir, le Su-7 affiche une très bonne stabilité à basse altitude et une grande robustesse. Les mécanos se vantaient même de pouvoir faire des tractions avec le tube Pitot. Fin 61, début 62, apparaît ainsi une version développée pour l'attaque au sol avec le Su-7B, code autant Fighter A. Le train d'atterrissage est renforcé pour pouvoir utiliser des pistes dégradées. La roulette de nez est libre car la direction se fait par freinage séparé du train principal. Pour renforcer ses capacités opérationnelles, il est équipé d'un APU fonctionnant à l'essence, d'un extincteur moteur et d'un parachute de freinage. L'avionique est plutôt sommaire, avec entre autres un simple radar télémétrique SRD5 associé au viseur de tir des canons NR30 toujours présent, un dans chaque planture d'aile, et des détecteurs d'alerte radar logés dans la dérive. Il possédait malgré tout une capacité d'emport de charge assez modeste, avec 4 bombes de 500 kg ou 4 paniers à roquettes, dont les tirs avaient tendance à éteindre le réacteur.
Cela imposa un système automatique de ralentissement du réacteur pour chaque utilisation de ces dernières. Le Su-7B pouvait également délivrer une arme nucléaire tactique, guerre froide oblige, avec un viseur spécifique pour le tir en cloche. Technique nécessaire pour avoir le temps de s'éloigner de l'explosion. Le rayon d'action de la machine étant tout comme son frère très limité, une première mise à jour est réalisée dès l'année suivante avec une version Su-7BM intégrant un peu plus de carburant interne ainsi que la capacité de monter des bidons sur les pylônes d'aile. Et l'Iulka fournissait également un moteur légèrement plus puissant aux révisions plus éloignées. En 1965 apparaît une nouvelle version avec le Su-7BKL, dont la plus notable des modifications provenait de son train d'atterrissage qui intégrait une roue avant directionnelle et d'origine au ski sur le train principal. Car divers essais ont été menés pour permettre à l'avion d'opérer sur des terrains en herbe. Des fusées de décollage pouvaient être installées et l'appareil possédait à présent 2 parachutes de freinage, permettant ainsi de réduire les distances de décollage et d'atterrissage. Produits à un total de plus de 1800 exemplaires, les Su-7 connurent également un certain succès à l'export, avec la version BMK, représentant tout de même 440 avions vendus entre autres à l'Algérie, l'Inde, l'Égypte, l'Irak ou la Syrie. Le BMK était en fait un BKL, mais avec le train d'atterrissage du BM et sans le viseur de bombardement nucléaire. Toujours au milieu des années 60, le Su-9 connaît également une remise à niveau et devient le Sukhoi Su-11 au code Fishpot-C. Son moteur a subi les mêmes améliorations de performance que celui du Su-7, ainsi que son système d'alerte radar. Mais c'était surtout son système d'armes qui le différenciait du Su-9. Un nouveau radar RP-11 Oriole, plus gros et plus performant, était logé dans un cône forcément plus volumineux. L'entrée de terre était donc agrandie et le fuselage plus long, renforçant l'aspect tube d'alu de la machine. Et les missiles deviennent des Kaliningrad K8 plus performants que les K-55 avec une portée supérieure. Le montage standard était de un avec un autodirecteur infrarouge et d'un autre avec un autodirecteur radar semi-actif. Fabriqués à 1200 exemplaires, ces Fishpot quant à eux ne furent jamais exportés, et le Su-11 ne représentait que seulement 100 machines sur le total. En effet, les Su-11 souffrirent de la concurrence interne d'un autre dérivé de la famille développé en parallèle, le Su-15 Flagon. Le Flagon entra en service en 1967. À l'apparence pourtant bien distincte de son prédécesseur, il n'en était pas si éloigné, et partageait de nombreux équipements et systèmes avec ce dernier ainsi que l'armement. Mais le radar était un RP-22 au pouvoir de détection supérieur. Son installation dans un radome plus adapté avait imposé ainsi des entrées d'air latérales. Ces dernières alimentaient non plus le Lyulka AL-7F, mais 2 Tumansky R-11, bien connus déjà sur les MiG-21. Ces derniers offraient des performances encore plus élevées en taux de montée et en vitesse. Le Su-15, qui aurait dû d'ailleurs s'appeler Su-13 si personne n'était superstitieux, évolua à son tour en Su-15T puis TM, fin 60, début 70, dont les modifications touchèrent de nombreux points importants, dont la motorisation avec l'utilisation de Tumansky R-13, toujours plus performant, et un nouveau radar Typhoon issu du puissance Merch développé pour le MiG-25. La roulette de nez devint double, et l'avion fut équipé d'une nouvelle voilure à forme différente, ainsi que des volets soufflés permettant des vitesses d'approche et de décollage légèrement inférieures. Puis, 2 pylônes d'emport furent ajoutés, permettant le montage de Wimpel R60 courte portée ou des canons bitubes GSH-23 montés en nacelle. Fabriqués au total à 1300 exemplaires, les Flagons sont tristement célèbres pour avoir abattu 2 avions civils au cours de leur carrière opérationnelle. Toujours au début des années 70, le bureau d'études Sukhoi, devenu définitivement très actif, mit en service un nouvel appareil issu du Su-7, toujours pour un avion d'attaque au sol, mais dans le but d'engommer les principaux défauts. C'est le Su-17. Il avait la particularité d'avoir une voilure à géométrie variable. Enfin, que la moitié. En effet, cette originale solution était assez pertinente. Seuls les panneaux de voilure externe pouvaient faire varier l'angle de flèche. Cela permit de manière efficace de réduire grandement les vitesses de décollage et d'atterrissage de près de 50 km/h avec la flèche minimum à 30 degrés, tout en gardant les performances supersoniques du Su-7 originel une fois la flèche mise dans son angle maximum à 63 degrés. Et le tout sans imposer un poids trop important dû au mécanisme, à peine 1 tonne de plus que le Su-7, et sans avoir besoin non plus d'installer des pylônes orientables, ces derniers restant sur la partie fixe de la voilure. De plus, contrairement au MiG-23, certes plus ambitieux, les commandes de vol restaient les mêmes avec des ailerons et des volets standards, donc pas de contrôle de vol trop complexe, même si ce dernier était géré à présent par électronique pour faciliter le travail du pilote. Autre amélioration, ce Su-17M code Fitter C
était équipé d'un nouveau turboréacteur Yulka AL21F. Aussi puissant que les dernières versions du AL7F, avec 11 tonnes de poussée avec PC, il était surtout plus léger et moins volumineux, ce qui a laissé de la place pour mettre toujours plus de pétrole dans l'avion, et l'emport de charge extérieure est porté à 4 tonnes, avec 2 pylônes de plus. Cette version permettait également l'utilisation de missiles R3S pour l'autodéfense et des missiles air surface KH-23 radio-guidés. Ce missile, fabriqué également par Kaliningrad, reprenait des éléments des missiles air précédemment cités K5 et K8, mais le pilote les dirigeait avec un mini-manche vers sa cible. En 1973, le Su-17M2 Fighter D fut à son tour mis en service. Extérieurement très proche, cette évolution touchait surtout l'avionique, avec l'installation d'un télémètre laser dans le cône d'entrée d'air, ainsi qu'un système de navigation Doppler logé dans un carénage sous le nez de l'appareil. La survie de la machine était également augmentée avec un système de remplissage en gaz inerte des réservoirs pour prévenir des incendies. Ce M2 avait également la possibilité d'utiliser des R60, remplaçant les vieux R3S, ou des missiles air surface à guidage laser bien plus modernes, KH-25, puis des KH-29L bien plus performants. À cette même date, une version d'exportation fit son apparition sous la désignation de Su-20. Il s'agit de la version Su-17M précédente, avec l'ancien moteur AL7F du Su-7. Cette version a tout de même séduit d'anciens clients comme l'Irak ou la Syrie. Il a fallu attendre 1976 pour voir les Su-17M2 être exportés. Là encore, l'avion était remotorisé, mais ce coup-ci avec un Tumansky R29 du MiG-23. Ce moteur était aussi puissant que le Lyulka, mais il consommait plus et surtout il était moins cher à produire que ce dernier. Cette nouvelle version d'exportation prend le nom de Su-22 ce coup-ci. Oui, il faut suivre, hein. Et les pays clients furent sensiblement les mêmes que ceux qui avaient été séduits par les Su-7BMK. Beaucoup de pays du Golfe, mais également des pays du pacte de Varsovie. En parallèle, les soviétiques bénéficient à cette date du nouveau Su-17M3 Fighter H. Cette version fut issue du modèle biplace d'entraînement, mais dont la place arrière a été remplacée par un réservoir de kérosène. Et oui, toujours plus. Le carénage du Doppler disparaît, intégré dans ce fuselage plus long. Un nouveau désignateur laser Clion remplace l'ancien. L'avion est également équipé d'un lance-leurre et peut emporter une nacelle de brouillage. Toujours plus abouti, l'appareil a accès à une plus vaste gamme d'armements, avec entre autres des missiles anti-radiation KH-58, des canons en nacelle ou même des missiles KH-29T à guidage télé. Un peu comme les Mavericks américains, mais 2 fois plus gros. Il a eu lui aussi sa version d'export avec le Su-22M, mais avec la vieille avionique et toujours avec le R-29. Enfin, une dernière version Su-17M4 Fighter K vit le jour à l'aube des années 80, avec le passage des équipements embarqués à l'ère digitale, associé à présent à une centrale inertielle. Ainsi qu'une nouvelle version du désignateur laser Clion, plus volumineux que l'ancien, et toujours logé dans le cône. Ce dernier est ainsi devenu fixe, ce qui limite la vitesse maximale en altitude à Mach 1,7. Mais compte tenu du rôle de l'appareil, cette limitation a finalement peu d'impact sur son efficacité générale. En parallèle, les Su-22M3, puis plus tard M4, furent disponibles à l'exportation. Et oui, il n'y a pas eu de Su-22M2 pour ceux qui suivent. Mais le Su-22M3 était un Su-17M3 avec un moteur R29, alors que le Su-22M4 était enfin presque identique au Su-17M4. Cette série Su-17, 20 et 22 fut une vraie réussite avec pas moins de 2500 machines produites. Et même si les chiffres totaux de cette grande famille d'avions sont bien en deçà des productions du concurrent MiG avec ses MiG-21 et 23, ils ont permis à Sukhoi de s'imposer comme un constructeur aéronautique renommé et dont l'expérience acquise va permettre de s'illustrer encore davantage dans l'attaque au sol ou la supériorité aérienne par la suite, et avec en particulier une autre série de drôles de machines que sont les Su-27 et ses nombreux dérivés.